Bonjour, je suis Frédéric Roussel, avocat au barreau de Paris, spécialiste en réparation du dommage corporel. Les victimes d'agression sont souvent démunies face aux démarches à entreprendre, tant à l'occasion de la procédure d'enquête policière, de la procédure judiciaire, que dans le cadre de l'indemnisation technique, amiable ou judiciaire de leur poste de préjudice. Le cabinet Roussel assiste, guide et représente ces victimes lors de chacune de ces étapes avec un seul objectif, obtenir pour elles, comme pour leurs proches, l'indemnisation maximale de leur poste de préjudice. La réponse est oui. Bien que non obligatoire, le dépôt de plainte contre personne dénommée ou contre X, dans l'hypothèse d'un auteur inconnu, est vivement conseillé. Pour autant, ces plaintes peuvent être initiées par le parquet en l'absence même de dépôt de plainte. Au titre des premiers conseils, aucun agent ou officier de la police nationale n'a légalement le pouvoir d'interdire à une victime de déposer plainte, pas plus qu'elle ne peut la contraindre à ne déposer qu'une simple main courante qui n'a d'ailleurs aucune valeur légale. Il suffit également de conserver un récépissé de cette plainte. À nouveau, la réponse est oui. Il est capital de faire constater ces blessures par un médecin légiste de l'unité médico-judiciaire afin de faire constater l'incapacité temporaire de travail au moyen d'un certificat initial descriptif. Cette constatation est faite soit sur réquisition policière, soit par démarche spontanée de la victime en l'absence de cette réquisition. Quelle est l'utilité de ce certificat ITT? Eh bien, lorsque l'ITT est supérieur à 8 jours, elle permet de qualifier l'agression en un délit avec comparution de son auteur devant une juridiction correctionnelle répressive. Lorsqu'elle est également supérieure à 8 jours, et notamment 30 jours en l'espèce, elle permet au demeurant de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et d'obtenir l'indemnisation devant cette commission de ses postes de préjudice. En fonction de la nature de l'infraction, crime ou délit, ou du choix du parquet de poursuivre ou non par un classement sans suite notamment, le cabinet Roussel adopte une stratégie propice à la défense de l'intérêt des victimes. Au stade de l'enquête de police, le cabinet Roussel se met en relation avec l'enquêteur afin d'être informé amiablement de l'état d'avancement de l'enquête, de suggérer une audition de témoin ou de déposer un élément matériel. En l'absence de diligence des forces de police, et là cela arrive, le cabinet Roussel se met en relation avec le parquet général afin de hâter un peu les choses. Dans l'hypothèse d'un classement sans suite, les victimes ne restent pas sans recours. Le cabinet Roussel peut alors décider de déposer une plainte avec constitution de partie civile permettant la désignation à terme d'un juge d'instruction. La procédure ou la stratégie peut aussi induire l'idée d'une citation directe de l'auteur de l'infraction devant une juridiction répressive. Dans l'hypothèse d'une information judiciaire, le cabinet assiste bien évidemment la victime dans sa constitution de partie civile, également lors de son audition devant le juge d'instruction, et peut tout aussi bien solliciter un certain nombre d'actes, audition de témoins ou alors même la fin de l'instruction. Lorsque l'auteur des faits est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, le cabinet Roussel intervient à l'occasion de 2 phases judiciaires. Tout d'abord, lors de l'audience pénale ou sur action publique. Le cabinet se charge bien évidemment de mettre en cause les organismes sociaux, de consulter le dossier, de préparer la victime à son audition par le magistrat, mais également de rédiger les conclusions de partie civile et de plaider pour la victime. S'agissant maintenant de l'action dite sur intérêt civil, le cabinet Roussel fait rarement le choix de liquider les préjudices de la victime devant le tribunal correctionnel, statuant sur ses intérêts civils, le plus souvent en raison de ce qu'on appelle l'impécuniosité de l'auteur des faits, c'est-à-dire son incapacité à rembourser la victime de l'ensemble de ses dommages. C'est la raison pour laquelle le cabinet opte en général pour la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. La particularité de cette procédure est qu'elle ne met en présence que la victime d'une part et le fonds de garantie d'autre part, le prévenu devenu condamné ne participant pas à cette procédure. De manière simplifiée, les conditions de saisine de la CIVI s'entendent de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que les faits doivent présenter le caractère matériel d'une infraction et avoir entraîné une ITT d'au moins 30 jours. Attention! Le délai pour saisir la CIVI est de 3 ans à compter de la date des faits, lorsqu'il n'y a pas de procès, ou d'1 année à compter de la solution pénale définitive en cas de procédure, d'information judiciaire
ou judiciaire devant une juridiction répressive. Le cabinet rédige l'ensemble évidemment des actes nécessaires à la saisine de la commission, notamment par voie de requête initiale, répond aux observations du fonds de garantie, sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire avec, le cas échéant, le versement d'une provision, fait assister la victime par un médecin conseil et puis enfin rédige un mémoire liquidatif afin de permettre la liquidation précisément de l'ensemble des postes de préjudice de la victime. Dans l'hypothèse d'une infraction criminelle, homicide, viol ou de tentative, en ce sens, le cabinet assiste non seulement la victime devant le juge d'instruction, que devant la cour d'assises. Elle rédige en ce sens-là tous les actes nécessaires et plaide en tant qu'avocat de partie civile pour celle-ci, puis ultérieurement devant la CIVI en indemnisation de leur poste de préjudice. L'ensemble de ces étapes policières et judiciaires comportent des particularités techniques propres qui conditionnent la nature et l'ampleur de l'indemnisation. Il est donc nécessaire d'être assisté, guidé et conseillé par un avocat.